J'étais à l'hôpital un jour pour la visite. On m'annonce que je suis en train de faire une prééclampsie. Et que soit je perds l'enfant, soit c'est moi qui meurs. Ou bien nos deux vies seront en danger. Et j'étais encore seulement à 3 mois de grossesse. Et je réussissais toujours à cacher ça à la maison. Du coup, quand mon papa a découvert, il m'a mis dehors. Je suis partie pour aller me réfugier chez le gars, mais il m'a carrément repoussée. Sous prétexte que non, il était avec moi pour s'amuser, il voulait juste du plaisir. Et que sa vraie fille qu'il aime vraiment, c'est qu'il a fiancée. Je t'assure que j'étais vraiment folle. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo, si c'est votre première fois, et même si ce n'est pas votre première fois de tomber sur notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Salut mademoiselle. Bonsoir. Comment t'appelles? Mirabel. D'accord, Mirabel à quel âge? 20 ans. D'accord, tu nous as contacté parce que tu as dit que tu as une histoire vraiment... On m'a dit, c'est quoi ton histoire? Je dirais c'est une histoire de ma vie, une période de ma vie critique que par la grâce de Dieu j'ai réussi à surmonter et tout. Quand j'avais l'âge de 15 ans, j'étais encore en classe de 3e. Je sortais avec, je sais pas, il a dit monsieur ou un mec, parce qu'il était à l'université en fait. Et moi je faisais la classe de 3e. On entretenait une relation amoureuse, je vais dire comme ça, parce que le mec a réussi en fait à me séduire. Et je me suis dit non, c'est un mec sérieux et tout. Du coup, je suis tombée enceinte quelques mois après. Et le monsieur en fait il ne voulait pas avorter. En fait il m'a fait croire qu'il ne voulait pas avorter. Entre temps, j'ai découvert qu'il était fiancé quelque part. Du coup sur le coup, j'ai mis la colère, les émotions et tout ça. Ça a impacté ma grossesse en fait. Du coup, quand je suis allée à l'hôpital pour une visite, Yes, c'est normal, je te comprends. Vas-y, lâche-toi. Quand je suis partie à l'hôpital un jour pour la visite, on m'annonce que je suis en train de faire une prééclampsie. Et que soit je perds l'enfant, soit c'est moi qui meurs. Ou bien nos deux vies seront en danger. Et j'étais encore seulement à 3 mois de grossesse. Et je réussissais toujours à cacher ça à la maison. Du coup, quand mon papa a découvert, il m'a mis dehors. Je suis partie pour aller me réfugier chez le gars, mais il m'a carrément repoussée. Sous prétexte que non, il était avec moi pour s'amuser, il voulait juste du plaisir. Et que sa vraie fille qu'il aime vraiment, c'est qu'il a fiancée. Je t'assure que j'étais vraiment folle. Je ne m'en sortais pas, je n'arrivais plus. Du coup, je suis partie dans ma famille, mais tout le monde m'a repoussée, m'a rejetée, que non, je suis le mauvais enfant, que je n'ai jamais rien fait de bon, qui honore la famille et tout. Du coup, j'étais obligée de me battre seule dans la rue, connaissant ma situation. Parce que je suis arrivée à 4 mois de grossesse, la grossesse était devenue intense. Je ne m'en sortais vraiment plus. Je ne pouvais plus, je ne tenais plus. Du coup, j'ai commencé à me battre, j'ai demandé de l'aide dans la rue, j'ai demandé de l'aide aux passants, ceux qui pouvaient, ils m'ont aidé. Et quand je suis partie à l'hôpital, quand j'étais à 7 mois de grossesse, je ne pouvais plus garder la grossesse. Parce qu'en fait, si je essayais de poursuivre la grossesse, j'allais perdre ma vie, perdre celle de mon enfant et je ne voulais pas avorter, bien évidemment. Du coup, à 7 mois, quand j'arrive à l'hôpital, je venais pour une visite, comme à l'habitude, pour voir si je tiens toujours. Et on m'annonce que je dois accoucher. On m'annonce en fait que je dois accoucher, que je suis obligée d'accoucher. Là, maintenant, présentement là, j'avais rien. Aucun moyen, rien du tout. Rien, je vous assure, rien du tout. Et du coup, l'hôpital me dit, si on doit vous faire accoucher, maintenant vous devez au moins payer quelques frais pour pouvoir commencer l'opération. Du coup, j'explique ma situation, mais vraiment, je ne comprends plus. Les hôpitaux du Cameroun, ils n'ont même pas été compatissants à ma situation. Du coup, ils m'ont mise et j'étais obligée de me battre dans la rue. Et en fait, quand je sors de l'hôpital, quelques jours après, je me sens mal.
Je n'arrive pas à tenir. Du coup, je m'écoule dans la rue. Et quand on me porte pour m'amener à l'hôpital, on dit que j'ai perdu l'enfant dans mon ventre. Et que si on ne me retire pas, je risque ne plus jamais accoucher. Je risque de perdre ma propre vie. C'est vraiment... Je ne vais pas. Du coup, je décide d'aller revoir mon papa, de le supplier. Mais malgré ça, je n'ai pas compris la cruauté de mon père. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment lui mon papa. Parce qu'à cette phase-là, je pense bien que ils pouvaient au moins m'aider. Ils pouvaient au moins me soutenir. Et du coup, il y a une maman, une âme de bonne charité qui m'a au moins aidé. Elle a payé en fait pour retirer le bébé dans le ventre, tout ça. Ne serait-ce que préserver ma propre vie. Mais je lui serai éternellement reconnaissante pour ce geste seulement. Mais ma santé elle est toujours critique, même actuellement, parce que ça fait juste quelques temps que je suis sortie de l'hôpital et il me faut faire un nettoyage. Parce que là maintenant, présentement, je ne suis pas toujours en état. Du coup, je me bats dans la rue à vendre des tomates, mais je ne m'en sors vraiment pas. J'aimerais vraiment, dans la mesure du possible, si les gens peuvent m'aider, toute aide vraiment serait la bienvenue. Je demande de l'aide à la diaspora parce que j'ai vu votre émission en passant sur internet que vous pouvez aider les gens et je vous ai vu en tournage tout à l'heure, du coup j'ai décidé de me rapprocher. S'il vous plaît, dans la mesure du possible, je ne demande pas beaucoup. Ayez pitié de moi et de ma santé, je vous en prie. Et si vous pouvez demander à mon papa de me pardonner pour ma bêtise et de me reconsidérer comme son enfant, cela me ferait vraiment beaucoup plaisir. S'il vous plaît, c'est un peu ça mon histoire. D'accord. Moi, j'ai... Putain. Lorsque je vois cette histoire, si vous pouvez savoir à quel point moi j'ai mal, je vous assure, j'ai terriblement mal. Pourquoi? Tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Tu as constaté, j'ai été vraiment calme. Et même mes abonnés, ils peuvent le dire dans les commentaires. Habituellement, quand je fais les vidéos, je pose beaucoup de questions au fur et à mesure. Mais ici, j'étais tellement attentif. Je vais vous dire ceci. Pour ceux qui sont de la diaspora, je vais vous expliquer pourquoi nos hommes d'affaires, nos dirigeants, quand ils sont malades, ils partent se soigner à l'étranger. Parce que dans nos hôpitaux, il n'y a rien. Le système est la bêtise. Je profite pour dire cela. Honnêtement, j'ai vu mon père biologique, à l'hôpital de CHU. J'ai vu comment mon père arrivait malade, avec une maladie sur lui. Elle a fait tous les examens du monde. Donc, il a fait les examens x2, x3, x4. Et pourtant, on connaissait la maladie. Jusqu'à il est décédé. À l'hôpital de CHU. Mon père qui m'a élevé. Récemment, il est décédé le 31 décembre 2025. Ça ne fait même 3 ou 4 mois. Ça ne fait pas 4 mois en fait. Il était à l'hôpital. Je vous assure, la façon dont les gens souffrent dans les hôpitaux camerounais. Et que nous, c'est même pas problème d'argent. Il y avait l'argent, mais de toute façon, on traitait. Moi, j'ai eu mal. Depuis, quand je me regarde, et quand je regarde, je comprends pourquoi nos hommes d'affaires préfèrent aller se soigner à l'étranger. Parce que ici, dans les hôpitaux, tu as un petit problème. Petit mariage, tu es à l'hôpital, on demande l'argent. Il n'y a pas l'argent, on ne te soigne pas. Donc, désolé un peu, je mets mon téléphone silencieux. Il n'y a pas l'argent, on ne te soigne pas. C'est un papa de la diaspora qui m'appelle là. C'est un papa à moi qui a été m'appeler. Il n'y a pas l'argent, on ne te soigne pas, on n'est pas avec toi. Aujourd'hui, je vois une demoiselle qui me raconte une histoire qu'elle arrive à l'hôpital, les gars. On dit que maman, si tu ne retires pas l'enfant là, tu meurs. Elle dit que j'ai pas l'argent, moi il vit dans la rue. L'hôpital dit carrément que on s'en fout, va chercher l'argent, tu viens, on te soigne. Vous voyez la moralité des gens. Et aujourd'hui, on va se placer, on va dire que non, nous sommes dans un pays où on va. Vous partez à l'hôpital enseigner quoi? Pardon, vous partez à l'université, comme vous apprenez la médecine. Vous faites quoi? J'ai dit que j'ai de médecine. Tu vas à l'hôpital, à l'accueil même, quelqu'un est malade, on commence à. Au lieu qu'on met la personne en urgence, on fait des trucs green, on est là, on te pose des bêtes questions, il n'y a pas l'argent, on ne te soigne pas. C'est ce que l'on vit. On vit une misère. Parce qu'une soeur ici, en Afrique, elle est au Cameroun. J'étais là pour réaliser une émission tout à l'heure. Elle m'a vu, elle m'a dit qu'elle regarde bien mes vidéos et que vraiment elle a une histoire à raconter. Donc, c'est qu'elle est venue. Et moi, j'ai marre, franchement. C'est pour ça que les jeunes du pays, c'est pour faire l'aventure, aller mourir dans l'eau. Parce que quoi, les gars, franchement, ayez pitié de nous.
Ne sont pas des choses. Il faut pas comprendre, mais c'est vraiment une bêtise totale ici dans le pays. Franchement, à un niveau que il faut que l'État mette un système au pied. Genre que quand tu es malade, on prend soin de toi d'abord avant de regarder l'argent après. Il faut qu'on mette ce système. Parce que nous tous on paye les impôts, nous tous on paye les trucs. Il y a les taxes, on paye tout ce qu'on fait. Normalement, on est censé nous regarder. Bon, je vais mentionner de personne pour dire que non, je ne suis pas anti, mais c'est juste que moi je me plains des médecins, je ne me plains pas du gouvernement, mais c'est que le gouvernement fait son travail. C'est juste que, comme on dit qu'il y a les gens qui ont, les gens qui ont une sale mentalité, qui sont de mauvaise foi, eux viennent, quand on leur donne l'argent pour pouvoir arranger les choses, et couper pourri, on connaît comment ça se passe. Je ne vais même pas trop rentrer dans les détails. Maman, je sais que ton histoire te touche, même jusqu'à maintenant. Et vraiment, ce que tu traverses, c'est vraiment épouvantable. Et vraiment décevant de voir un homme t'enceinte. Tu pars chez vous, le jour qu'on découvre que tu es enceinte, tes parents te chassent. Tu pars chez l'homme, l'homme te chasse. Et c'est tellement récurrent. Et je dis ceci à nos petites sœurs. Dis-nous franchement, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos petites sœurs? Si je dois donner un conseil à mes petites sœurs qui me suivent, c'est les filles, préservez-vous. Il n'y a rien dehors. Il n'y a rien chez l'homme. Ça ne fuit pas. Préservez-vous. Et quand bien même, vous envoyez en l'air avec des hommes, protection. Et ça a été ma bêtise. Protégez-vous parce que de nos jours, le sexe n'est plus tabou. C'est devenu quelque chose de récurrent partout. Donc, une fille, une nation, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes mamans, je dirais faites attention aux hommes parce que les hommes sont mauvais. Et surtout faites attention à vous. Préservez-vous même pour votre santé physique et même mentale. Parce que ce que je subis actuellement, vraiment, c'est un traumatisme pour moi. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment un traumatisme. D'accord. Vous avez bien écouté le conseil de votre soeur, de notre soeur, de notre fille. Et les parents même. Quand il y a aussi un parent que l'enfant. Attends. Donc, de jour, ils sont au 21e siècle. On va la mater. Elle vient dire que l'enfant vient avec l'enfant dans la maison. Tu cherches ton enfant. L'enfant que tu as porté 9 mois, envoie l'enfant à l'école. Mais tu peux faire mettre l'enfant à l'école. Combien de fois il y a des parents, il y a des mamans, il y a des papas. Il sait que son fils est un grand bandit. Donc son fils est un chef qui tue comme ça là. Mais si on dit que son fils, la mère va se dire que laissez mon enfant. Comment il fait l'enfant veut la mère défend son enfant, mais franchement, et pitié même. Des fois quand on fait certaines choses, mettez-vous à la place, dites que mais sincèrement, l'enfant là, elle a juste 20 ans. Elle a juste 20 ans. C'est normal. C'est la puberté. Mais sérieux. Là, c'est un cas qu'on regarde comme ça, on va se poser tant de questions. Et vraiment, il faut vraiment que les parents se lèvent et prennent les responsabilités. Parce que cet enfant est mineur. Et je pense que ce dossier-ci, on va suivre ça de près. L'enfant est encore mineur, elle n'a que 20 ans, elle n'est même pas à 21 ans. Et les parents l'ont mise, ils ont le devoir, l'obligation. Et l'enfant que tu as perdu là même, tes parents peuvent faire la prison pour ça. Parce que normalement, à cet âge que tu as là, normalement, ils doivent se charger de toi. C'est en Europe que à 18 ans tu es majeur. Ici au Cameroun, c'est à partir de 21 ans. Donc il est encore mineur. On ne peut pas comprendre une affaire comme ça. Et le monsieur qui t'a enceinte, il a enceinte mineur. Et il a quel âge? Monsieur, il a 26 ans. C'est un prisonnier là. Ça c'est un prisonnier. 26 ans. Mais putain. Quand il voit les gens comme ça, non. Donc, au final, j'ai encore une question. Je veux savoir un truc. Genre, quand tu es parti, tu dormais là, tu dors dans la rue comment? Tu manges ta station comment? Les maisons abandonnées. C'était mon refuge. Tu dors dans la maison abandonnée. Et maintenant tu dors? Je suis toujours dans une maison là qui est en construction. En attendant, tu vas donc, tu es dans une maison en construction. Putain les gars. C'est quoi ça les gars? Non maman, à partir d'aujourd'hui si tu vas plus dormir, dans la maison en construction. Tu vas pas dormir dans la maison en construction. Non, on va te chercher où vivre en attendant que les grands filles de la diaspora puissent envoyer un truc pour qu'on puisse te chercher même si c'est une chambre, un truc comme ça, tu restes là-bas. Tu vois. Mais moi-même personnellement, si tu prends ton cas là, tu vois, et tu as même bien dit tout à l'heure que qu'il faut que tu partes à l'hôpital pour le nettoyage ou un truc du genre. C'est combien? D'après la facture qu'on m'a donnée, ça s'élève à environ 150 000. Donc, tu vas y passer à 150 000. D'accord. Je pense que nous-mêmes aussi, on va se charger. Je vais me charger de ça. Hein.
150 000 points est passé. Je vais et aujourd'hui ce soir si même tu vas dormir dans un endroit climatisé, maman. On va chercher et les gars de la diaspora, c'est qu'ils vont contribuer à ton développement. Si vous nous écrivez sur le mot qui s'affiche en bas d'écran, parce que c'est très important. Et vraiment, moi je suis vraiment déçu, je suis vraiment traumatisé de voir qu'il y a encore des gens qui vivent ce genre d'histoire. Et les parents s'en foutent. C'est à quoi elle a couché l'enfant là. Franchement, je ne sais pas si les parents sont seulement envoûtés ou pas, mais ton histoire, on va suivre ça de près et vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal, donc on va faire le maximum d'efforts pour que tout avance mieux pour toi dans ta vie. Et je pense qu'à cette étape déjà, on a beaucoup parlé. Et merci aussi pour ceux qui ont suivi jusqu'à ce niveau-ci. Nous mettons tout en œuvre et nous souhaitons vraiment sincèrement que la diaspora puisse soutenir vos soeurs. Les gars, c'est pas donner à n'importe qui de vivre ce genre d'histoire-ci. Et merci beaucoup d'avoir eu le courage de t'exprimer dans notre émission. Parce que c'est pas du tout évident, hein. Pas du tout évident d'avoir le cœur de dire qu'il veut venir parler. Mais ce que tu as fait là, c'est un courage, il faut vraiment féliciter. Et c'est bien. Et aussi, je tiens aussi à dire que pour tous ceux qui peuvent nous sponsoriser, pour ceux qui font le placement de produits, de publicité, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Parce qu'on a lancé un projet, la conquête de Jordi, avec l'équipe, avec la team Jordi. Nous allons voyager, nous allons partir de ville en ville. Yaoundé, c'est pour bientôt, je vous assure. Nous serons à Yaoundé dès le 10 avril. Je profite pour annoncer ça. Le 10 avril, nous serons à Yaoundé précisément pour lancer nos émissions là-bas. Et nous allons montrer les plus belles filles de Yaoundé, les plus laides filles de Yaoundé. Nous allons montrer aussi, nous allons aller dans les marchés. En direct, vous allez voir les vidéos, comment on va interviewer, vous allez voir comment la mentalité des filles de Yaoundé. Pour ceux qui sont de la diaspora et qui n'ont plus vu Yaoundé, vous allez voir la vie en live. N'hésitez pas à nous sponsoriser pour ce projet. Et merci d'abord, une fois de plus, merci. Dès qu'on coupe là, on va aller, je vais retirer l'argent, je vais te donner, et on va chercher un endroit où tu vas dormir. Donc pour le moment, on pouvait préserver un peu les images parce que on veut vraiment que les grands frères de la diaspora tendent la main. Caméraman, coupez!